Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence et on va tenter la chance. Je suis bien content de vous parler aujourd'hui. Je suis excité parce que je vous parle d'une thématique qui est assez champ gauche et en même temps vraiment importante de mon point de vue pour prendre soin des êtres humains et surtout de nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes. Pour moi, il y a 3 types de communication dans la vie, 3 grandes catégories. La communication publique. Par exemple, si tu étudies à l'université au bac en communication, c'est ça que tu étudies. Comment écrire un communiqué de presse, comment écrire des articles pour les journaux, comment faire de la publicité sur le web, comment rédiger des blogs, comment communiquer avec beaucoup de personnes que tu ne connais pas. Après ça, il y a la communication interpersonnelle. Fait que comment communiquer avec un ou quelques individus que tu connais et qui te connaissent personnellement. Et après ça, la communication intrapersonnelle. Comment communiquer avec toi-même. Cette dernière forme de communication est peut-être la moins connue parce que la plus abstraite. Et j'ai à cœur aujourd'hui de vous faire saisir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, la communication intrapersonnelle. Pour ce faire, je vais vous apporter une tonne d'images, d'exemples, de comparaisons tirées de la culture populaire pour vous aider à comprendre. OK. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'arrive le 1er janvier de prendre des résolutions de manger moins de sucre dans l'année. Puis souvent, j'arrive au 2 février, puis là, je vois un souper avec une gang d'amis, bien le fun. Puis au dessert, il y a des magnifiques brownies qui ont été faites par mon ami Jacob. Puis j'ai très envie d'en manger. Et là, je suis comme tiraillant à l'intérieur et il y a comme sur mon épaule gauche un petit démon qui me dit ah, ouais, personne ne va le savoir. Ce qui se fait dans Limoilou reste dans Limoilou. C'est pas grave si tu manges un brownies. C'est pas ça qui va briser ton régime. Un seul brownies. Ah ouais, come on, je sais que t'en as envie, je te vois saliver. Ça, c'est le petit démon sur mon épaule gauche. Et il y a aussi sur mon épaule droite un petit ange qui me dit Charles Auguste, on s'était dit le 1er janvier que pour prendre soin de ta santé, pour prendre soin de ta vitalité, tu voulais manger moins de sucre en 2026. Fait que c'est sûr que moi, je te conseille de ne pas manger de brownie. Puis à la place, aller te chercher un bon petit verre de kombucha, aller peut-être te reprendre une deuxième assiette des légumes grillés que tu as trouvé super bons, mais pas de brownie. Donc vous voyez que j'ai 2 parts de moi, le petit démon, le petit ange, qui ont des visions différentes de la réalité, qui ont des besoins différents d'un sens, qui sont au service de besoins différents et qui ont des désirs différents. On pourrait même dire qu'il y a un conflit entre ces 2 parts-là de moi. Eh bien, comment comprendre, donner de l'empathie et trouver un consensus qui va rendre ces 2 parts de moi-là confortables, c'est ça, la communication intrapersonnelle. C'est comment avoir un leadership entre les différentes parts de nous pour retrouver une harmonie intérieure et pas être déchiré, partagé intérieurement. Je vais vous donner au cours du podcast plein d'exemples tirés de la culture populaire pour représenter de manière intuitive ce phénomène-là de multiplicité de l'esprit. Donc de dire qu'on n'est pas un bloc monolithique avec un seul désir, un seul besoin, une seule émotion, mais en réalité, l'esprit humain est plutôt construit en différents modules, en différentes parties qui vont s'alterner au micro. On avait déjà à l'Antiquité l'intuition de cette multiplicité de l'esprit
le chariot de Platon. C'est une métaphore où Platon disait que l'âme humaine était comme un chariot, avec des chevaux là, en avant, là. Un chariot, et que la raison est le cocher de ce chariot qui lutte désespérément pour garder le contrôle et l'équilibre entre deux chevaux qui tirent dans des directions opposées. Un cheval discipliné qui représente la vertu en nous et un cheval impulsif qui est plus poussé par des désirs primaires. On peut voir facilement que dans mon exemple de Brownie, le cheval poussé par des désirs primaires, c'est celui qui dit « ah ouais, mange le brownie ». Puis le cheval de la vertu, c'est celui qui dit « ah, peut-être que tu devrais respecter l'entente que tu avais prise avec toi-même le 1er janvier ». Donc, déjà Platon avait cette intuition de la pluralité de l'esprit. Je veux dire une chose bien importante. Là, écoutez-moi, ça c'est à l'examen. De ma perspective, le démon sur mon épaule, le petit démon, n'est pas méchant. En réalité, le petit démon, c'est aussi un petit ange. Il est au service de besoins réels et légitimes chez moi. En me disant « ah ouais, mange ce brownies-là », c'est vrai que manger le brownies pourrait nourrir des besoins. En tout cas, c'est certainement vrai que cette part de moi-là le croit. C'est pas parce qu'elle est méchante. Et donc, la représentation d'avoir une part de nous, un petit démon qui est méchante et une autre, un petit ange qui est gentil, j'aime cette représentation-là parce que c'est une image qui est très commune dans la culture populaire, fait que les gens ont le référent, mais je veux le dire une fois pour toutes, je vais le dire lentement pour que ça vous rentre bien en tête, toutes les parts de nous sont bien intentionnées. Elles peuvent être maladroites, oui. Elles peuvent être un peu dramatiques parfois, oui, mais elles sont bien intentionnées et les considérer comme telles est, à mon avis, une perspective féconde. On continue. Donc, plus tard, Sigmund Freud, père de la psychanalyse, avait lui aussi développé une théorie sur la base de la multiplicité de l'esprit. Un modèle en 3 parties où, selon Freud, il y avait le ça. Donc, le ça, c'est la partie de moi qui contient les pulsions brutes primitives. Le surmoi, qui est la partie un peu plus polie, morale, qui sait qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en société, puis qui essaie de limiter le ça. Et le moi, qui est comme l'arbitre qui négocie entre les deux. Et pour Freud, l'esprit humain était une sorte de champ de bataille où ces 3 parties essayaient de prendre le contrôle du comportement humain. Et qu'on était souvent déchiré entre ce qu'on veut faire, ce qu'on devrait faire et ce que la réalité nous permet de faire. Encore là, cette métaphore-là de champ de bataille est un peu intense. Moi, il y a plusieurs métaphores pour représenter la multiplicité de l'esprit. J'aime mieux le voir comme un conseil d'administration, où plusieurs parts de moi viennent donner leurs perspectives, donner la richesse de leur expérience, et une décision est prise à la fin, idéalement en consensus. Là, vous pouvez vous dire, oui, mais cette multiplicité de l'esprit-là, c'est une métaphore. C'est comme juste une métaphore pour représenter la complexité de l'esprit humain. Oui et non. Il y a une part de ça qui est métaphorique, là. Évidemment, je n'ai pas 8 Charles-Auguste en moi qui ont des personnalités complètement distinctes, mais il y a une part de ça qui est aussi complètement neurologiquement fondée. Autre parenthèse, j'y vais vraiment en brainstorm, là, autre parenthèse. La multiplicité de l'esprit dont je parle, ce n'est pas la schizophrénie. Parce qu'évidemment, il y a des troubles psychologiques qui existent, qui sont très graves, qui sont très complexes et qui touchent à la multiplicité de l'esprit, mais ce n'est pas de ça dont je parle. La multiplicité de l'esprit dont je parle est adaptative d'un point de vue évolutionnaire, elle est saine. Par exemple, dans un ouvrage que j'ai lu dans la préparation du podcast, qui est comme un papier scientifique, The Modular Architecture of the Human Mind, l'architecture modulaire de l'esprit humain. Il y a une petite citation très courte que je vous lis pour vous faire comprendre à quel point on ne parle pas de la schizophrénie, là. La multiplicité de l'esprit humain est un trait inné, sain
et hautement adaptatif de l'espèce humaine. Donc, c'est quelque chose de sain. Après ça, à quel point c'est une métaphore ou à quel point il y a littéralement plusieurs personnalités dans notre tête? La réponse est complexe, mais il y a des études scientifiques neurologiques qui ont été faites qui sont vraiment intéressantes pour se rendre compte que ce n'est pas juste une métaphore, qu'il y a littéralement dans notre cerveau différents circuits de neurones qui sont comme des sous-personnalités avec une indépendance relative. Les études les plus célèbres à ce sujet, c'est sur les split brain patients, donc les patients dont le cerveau a été séparé en deux. Donc, c'est des patients qui avaient des problèmes souvent de, comment tu appelles ça, des crises d'épilepsie très, très graves. Et pour éviter que les crises d'épilepsie puissent se propager d'un hémisphère à l'autre, une des méthodes qui était utilisée, c'était une opération chirurgicale dans le cerveau où on allait couper le corps calleux, qui est le pont qui relie les deux hémisphères du cerveau. Et une fois le port calleux coupé, ben, chaque moitié du cerveau était indépendante. C'est comme si on avait deux cerveaux dans notre tête. Et les patients qui recevaient cette opération-là étaient étudiés. Et ce qui était fascinant, c'était de voir à quel point chaque partie du cerveau pouvait, de manière indépendante, traiter des informations et réagir à des informations, alors que l'autre partie du cerveau ne se rendait même pas compte que ça s'était passé. Comme quoi, il y aurait des îlots de conscience qui sont beaucoup plus indépendants que ce qu'on pourrait croire. Je vous simplifie un peu là, à quoi ça ressemblait, ces études-là, là, mais par exemple, ils mettaient une sorte de carton vertical, droit, devant la personne, pour que la personne puisse voir quelque chose avec un œil, mais pas avec l'autre œil, parce qu'il y avait comme un carton devant son visage qui séparait son visage en deux. Et là, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau humain, dans le corps humain, en fait, il y a beaucoup de connexions croisées. Ce qui veut dire que l'œil gauche est connecté à l'hémisphère droit et l'œil droit est connecté à l'hémisphère gauche. Le bras gauche est connecté à l'hémisphère droit, le bras droit est connecté à l'hémisphère gauche. Fait que c'est comme câblé en croisé. Et donc, les expériences fascinantes qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient ce carton-là devant la personne qui avait eu le cerveau coupé en deux et ils montraient un objet à l'œil gauche de la personne. Fait que, par exemple, une pomme. Mais l'œil droit ne pouvait pas le voir. Et donc, la pomme, qui était perçue par l'œil gauche, apportait l'information à l'hémisphère droit à cause du câblage croisé. Et l'hémisphère droit du cerveau avait l'information qu'il y a devant moi une pomme. Mais l'hémisphère gauche, lui, n'avait pas vu la pomme parce que l'œil droit, connecté à l'hémisphère gauche, lui, il n'avait pas vu de pomme à cause du carton. Et là, après ça, il demandait à la personne, est-ce que tu vois l'objet qui est devant toi? Puis la personne disait, non, je ne vois pas d'objet. Pourquoi la personne disait qu'elle ne voit pas d'objet? Parce que chez la plupart des êtres humains, c'est l'hémisphère gauche qui contrôle la parole. Donc la part du cerveau qui voyait la pomme, c'était l'hémisphère droit. Et donc, cet hémisphère-là n'avait pas accès à la parole. Fait qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle voyait la pomme. Elle ne pouvait pas parler. Mais les scientifiques, pour aller prouver que le cerveau avait quand même reçu l'information, l'hémisphère droit, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, on va te mettre une feuille devant ta main gauche, fais juste dessiner ce que tu as envie. Dessine ce que tu vois. Puis la personne dessinait une pomme. Parce que sa main gauche était contrôlée par l'hémisphère droit. Fait que l'hémisphère droit, lui, n'avait pas accès au langage. Il voyait une pomme, il dessinait une pomme. Mais l'hémisphère gauche, qui lui avait accès au langage, voyait pas de pomme à travers son œil droit. Fait qu'il disait, non, je vois rien. Et donc, ça démontre à quel point on peut fonctionner avec des îlots de conscience dans notre cerveau. Et je ne sais pas si vous remarquez, dans l'exemple qui est donné, les deux îlots fonctionnaient en même temps, 100% en même temps. Et donc, il y avait deux îlots de conscience indépendants dans le cerveau humain en même temps. J'ai lu plein d'ouvrages de neuroscientifiques, par exemple Sam Harris, qui est un neuroscientifique américain, qui reviennent sur ces études-là. C'est plus subtil que là. Évidemment, je le simplifie. Je le simplifie beaucoup. La réalité est plus subtile. Mais c'est quand même, ces études-là sur les split brain patients,
des études qui ont fait beaucoup avancer la théorie scientifique selon laquelle le cerveau fonctionne en modules semi-indépendants et non comme une entité monolithique. Quand on change de lieu, souvent, on va perdre les souvenirs qu'on a fait dans l'autre lieu. Très simple, vous êtes dans votre cuisine, vous vous dites « Ah, je vais aller chercher mon speaker à l'étage, il est dans ma chambre, mon speaker Bluetooth. » Vous montez à l'étage, vous montez l'escalier, vous arrivez en haut, vous ne vous rappelez plus de qu'est-ce que vous venez chercher. Pourquoi? Notre cerveau fonctionne par circuits de neurones qui sont optimisés pour gérer la situation dans un environnement, dans un contexte spécifique. Fait que quand on est au rez-de-chaussée, le circuit de neurones de notre cerveau qui est à on, c'est le circuit rez-de-chaussée. Puis quand on arrive en haut, le circuit rez-de-chaussée s'archive et on load le circuit est à l'étage de ma maison. Fait que les souvenirs de qu'est-ce que je m'en venais faire à l'étage sont restés en bas avec l'autre circuit neurologique du rez-de-chaussée. Fait que le truc, c'est juste de retourner dans l'autre lieu. Et là, quand notre cerveau reload notre moi du rez-de-chaussée, hop, il va reloader l'information de qu'est-ce que je voulais aller chercher en haut, puis là, on s'en rappelle. Donc, cet effet-là, l'effet du pas de porte et l'identité contextuelle, c'est quelque chose qui a été étudié beaucoup en sciences cognitives. Et c'est le fait qu'il y a comme un moi qui n'est pas exactement le même moi quand je change de lieu ou quand je change de contexte de travail, quand je change. Et donc, il y a de l'information, des souvenirs qui peuvent être carrément perdus quand on fait ce switch-là d'une sous-personnalité à une autre. Un autre exemple que je trouvais bien intéressant dans la culture populaire, j'avais lu la biographie de Vladimir Horowitz, le pianiste russe. C'est un pianiste classique russe qui a souvent été considéré comme le dernier des grands pianistes romantiques. Là. Fait que c'est comme très, très, très passionné, très, très, très emporté dans sa musique, qui pouvait sortir du cadre pour faire des choses bien flyées. Et dans sa biographie, il habitait, je pense, à New York à la fin de sa vie. Son biographe décrit un moment où tu vois que Horowitz a une partie de lui qui est le musicien. Et quand cette partie de lui est online, quand c'est cette part-là de lui qui prend le contrôle, ça vient avec une série de caractéristiques de personnalité qui sont pas là quand il n'est pas en train de jouer de la musique. Fait que c'est comme s'il y a vraiment le lui non musicien versus le lui musicien. Deux soi, deux parties de lui. Et la description permet de le comprendre vraiment clairement. Je vous montre ça. Ouvrez les guillemets. Dans la pénombre de son salon, Horowitz semblait souvent l'ombre de lui-même, un homme âgé, à la démarche traînante, dont les épaules s'affaissaient sous le poids d'une lassitude invisible. Ses mains, si célèbres, paraissaient parfois tremblantes, et ses traits étaient marqués par une fatigue qui semblait insurmontable. Cependant, dès l'instant où il s'installait sur son banc de piano, un changement quasi physiologique s'emparait de lui. Comme un signal interne, comme par un signal interne, son dos se redressait avec une rectitude soudaine, et sa poitrine se gonflait alors que sa respiration, jusque-là courte et superficielle, devenait profonde, rythmée et apaisée. La métamorphose était totale. La fragilité de l'homme de 70 ans s'évaporait pour laisser place à une autorité royale. Ses doigts, qui semblaient s'animer d'une vie propre, trouvaient une vigueur et une précision qui défiaient son état de santé apparent. Fermez les guillemets. Mon analyse de cette situation, moi, là, c'est que Horowitz avait deux parts de lui. Une part qui était la part normale, un petit vieux dans un appartement qui a 70. Cette part-là avec toutes les caractéristiques psychologiques, physiologiques du petit vieux dans son appartement. Et une part de lui, musicienne, qui, par des années et des années et des années d'entraînement,
avait construit une personnalité de lui comme musicien qui avait d'autres caractéristiques complètement, jusqu'à des caractéristiques physiques, des postures, etc., qui étaient vraiment différentes de son état standard. Et le fait de s'installer au piano était l'élément déclencheur qui le faisait passer d'une part de lui à une autre part de lui. De la même façon que passer le pas de la porte nous fait passer de notre nous à la maison à notre nous en déplacement, qui n'a peut-être pas exactement les mêmes croyances, les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes souvenirs, etc. Donc, Horowitz, quand il s'installait au piano, c'est une autre part de lui qui ressortait. Après ça, Tori Olds. Donc, Tori Olds, O-L-D-S, c'est une psychologue du Texas qui a une chaîne YouTube que je vous recommande, qui est vraiment, vraiment très précieuse pour moi parce qu'elle vulgarise super bien des concepts psychologiques assez complexes. Et dans une de ses vidéos, elle parle de la multiplicité de l'esprit. J'ai traduit un petit extrait, je vous le lis. Ouvrez les guillemets. Je pense que la plupart des gens sont conscients que nous avons tous différentes facettes de notre personnalité. Ce que la plupart des gens n'apprécient pas pleinement, c'est à quel point ces parties peuvent être distinctes, à quel point nous ne sommes pas une seule personne, en quelque sorte. Non pas que nous ayons des personnalités multiples au sens pathologique, c'est simplement normal et adaptatif d'avoir différents aspects de notre personnalité ou des parties qui prennent les devants à différents moments. Comme une partie de moi veut avoir cette promotion, mais une autre partie de moi veut la refuser parce que je ne veux pas prendre trop de place dans l'entreprise, puis j'ai envie de rester invisible. Ou une partie de moi croit que je suis quelqu'un de bien, mais une autre partie me dit toujours que je suis une mauvaise personne. Fermez les guillemets. Donc, on voit encore le caractère normal, adaptatif de la multiplicité de l'esprit. Moi, je pense l'esprit humain en îlot de conscience. Pour moi, je peux faire ou dire quelque chose une journée, et le lendemain, je dis « Ah ben tabarouette, je suis plus d'accord avec ça. » Parce que le moi qui était en ligne au moment où j'ai dit cette chose-là, c'est plus le même moi qui est en ligne le lendemain. Et les deux moi n'ont pas accès aux mêmes informations, aux mêmes croyances, aux mêmes souvenirs, aux mêmes expériences, aux mêmes perspectives, et donc peuvent avoir des divergences d'opinion. Je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé 250 fois dans les dernières années. J'ai une part de moi qui est très motivée à faire des projets avec le monde. J'adore ça faire des projets, j'adore ça m'engager, j'adore ça collaborer. Et j'ai aussi une part de moi qui a mal dans le dos et qui est très épuisée. Appelons ces deux parts le Charles motivé et le Charles douloureux, on va dire. Bon, le problème, c'est que souvent, le Charles motivé va prendre des engagements pendant qu'il est online, que quand il va être offline, puis ça va être le Charles douloureux qui va entrer online, bien le Charles douloureux va se dire « Mais pourquoi j'ai pris cet engagement-là? J'ai pas l'énergie de faire ça pantoute. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Par exemple, mettons, on me propose de monter à Chicoutimi pour animer un jam musical. Bon. Sur le coup, si on me propose ça, j'ai envie, ça me tente, j'aime ça rencontrer du nouveau monde, j'aime ça animer des jams musicales, ça me tente vraiment, tu sais. Et au moment où la personne me pose la question, vu que je suis dans un état peut-être que mon dos ne fait pas trop mal à ce moment-là, puis que je suis motivé, les circuits de mon cerveau qui sont allumés, c'est pas les circuits qui sont connectés à mon expérience de douleur puis à mes besoins de santé. C'est des circuits qui sont connectés à des besoins d'accomplissement, de lien, des besoins de découverte, d'aventure. Fait que ça peut arriver que je dise oui. Puis là, je me retrouve le soir même, à 8 heures du soir, puis je me dis « Ah, je ne serai pas capable de dormir à soir, j'ai ben trop mal au dos. » Puis là, je me dis « Mais pourquoi j'ai pris cet engagement-là pour aller à Chicoutimi? Ça n'a pas rapport. J'ai ben trop mal au dos, je ne suis même pas capable de dormir. Comment ça, il faut que j'aille à Chicoutimi bénévolement pour animer une affaire? » Et là, je m'en veux.
et je me trouve con, et je me trouve stupide. Mais en réalité, je suis pas con ou je suis pas stupide. C'est que il y a deux sous-personnalités de moi qui sont en ligne à des moments différents et qui n'ont pas accès aux mêmes perspectives, aux mêmes informations, aux mêmes expériences, aux mêmes souvenirs. Si c'était le Charles douloureux à 8 heures le soir qui recevait le coup de téléphone pour aller faire un jam de musique à Chicoutimi, en dedans de 8 secondes, le Charles douloureux, il ferait « Hey, je t'arrête. Je suis vraiment content que tu aies pensé à moi et tu as bien fait de me le demander. Présentement, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de soins pour ma santé. Fait que faire 2 heures et demie de route, ça me paraît trop. Fait que je vais refuser. Mais si jamais tu as envie d'organiser des jams à Québec, ça, je serais intéressé. Donc, vous voyez, le Charles douloureux, lui, il est connecté avec ses besoins. Il est connecté avec ses besoins de soins pour son dos. Alors que le Charles motivé de jour, lui, il n'est pas connecté avec les mêmes besoins, là. Lui, les besoins desquels il veut prendre soin, c'est des besoins d'aventure et d'accomplissement. Fait qu'il n'est pas connecté avec les besoins du Charles douloureux. Le leadership communicationnel interne, c'est de permettre à chacune de ces deux parts-là d'entendre l'autre, de reconnaître l'autre, de se connecter aux besoins de l'autre et de cultiver la sincère envie de prendre soin de l'autre part. Pour que, éventuellement, mon Charles motivé pendant le jour, avant de dire oui, prenne un petit 2 secondes puis se dise « OK, je vois que j'ai envie de dire oui. Et en même temps, je pense que quand je vais me reconnecter à ma douleur, je ne suis pas sûr que ça va me tenter encore. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 24 heures pour y penser. Comme ça, cette nuit, le Charles douloureux va être online, puis lui, il va pouvoir, avec son expérience et sa perspective, bonifier ma réflexion. Puis demain, j'appellerai la personne pour confirmer. C'est une des raisons pour lesquelles, maintenant, je ne prends jamais d'engagement avant de réfléchir 24 heures, pour laisser la chance aux différentes parts de moi d'avoir leur mot à dire. Parce que le Charles douloureux, à 8h30 du matin, quand je suis en train de marcher dehors, puis je reçois l'appel, il n'est pas online. Fait qu'il n'a pas son mot à dire. Alors que rendu le soir, quand je vais avoir bien mal au dos, là, il va être online à maudit. Et là, il va avoir son mot à dire. Et si la décision a été prise sans consulter le reste du groupe par le Charles matinal et motivé, ça va le faire chier, le Charles douloureux. Ça va le faire chier en tabarouette de ne pas avoir été consulté sur cette décision-là. Et donc, il y a toute une notion d'assemblée générale à l'intérieur de nous pour prendre des décisions importantes dans notre vie, pour que chacune de ces parts-là soit entendue. Et laissez-moi vous dire, quand ça fait 10 ans qu'il y a une part motivée qui prend des décisions qui doivent être subies par une part douloureuse, ça peut créer énormément de conflits internes. À plusieurs moments dans ma vie, j'ai des pensées de haine envers moi-même. J'ai des pensées violentes envers moi-même parce que je m'en veux d'avoir pris certaines décisions. Et ces décisions-là m'ont amené énormément de douleur et ça a créé un conflit interne très grave que je suis encore en train de prendre soin à l'intérieur de moi. Communication intrapersonnelle. Dans d'autres épisodes, on va aller explorer encore plus ce concept-là en allant parler du film Inside Out, en français Vice Versa, un film de Pixar qui, je pense, a été racheté par Disney par après, là, où on voit des petits personnages qui sont dans la tête de la protagoniste du film, qui est une enfant qui s'appelle Riley. Dans sa tête, il y a comme un personnage qui représente chacune de ses émotions. Ils sont comme dans un centre de commande et ils commandent les actions et les paroles de Riley. Ce film-là est vraiment un bel outil de compréhension de soi parce qu'il met en lumière d'une manière narrative et imagée des concepts neurologiques très complexes. Ma vision de la multiplicité de l'esprit n'est pas exactement celle du film. Dans le film, les parts de soi, c'est des émotions. Fait qu'elle a comme 5 parts, une part colère, une part joie, une part tristesse. Puis, fait que c'est comme si c'est les émotions qui contrôlent sa réalité. En réalité, moi, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça, dans le sens où les différentes parts de nous
peuvent avoir chacun différentes émotions. C'est comme plus compliqué, mais pour le simplifier, eux autres, ils ont mis « t'es contrôlé dans ta tête par genre 5 émotions ». Dans un autre épisode, je vais aller analyser en profondeur les phénomènes neurologiques derrière ce film-là. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des neurologues qui ont écrit sur ce film-là et qui ont analysé, puis ont dit « ça, c'est 100% vrai, c'est très représentatif, ça, c'est simplifié vraiment, ça, c'est juste pas vrai, etc. » Fait que je vais vous expliquer un peu dans mes lectures et mes recherches l'analyse de cette œuvre qui est une des œuvres culturelles des 20 dernières années qui représente le mieux la multiplicité de l'esprit. Et je vous laisse sur une petite réflexion si on revient à prendre soin. Quelles sont les conséquences d'avoir conscience de la multiplicité de l'esprit en communication interpersonnelle? Mais la conséquence, c'est que moi, quand je communique avec quelqu'un, je me pose la question, Charles, quelle part de toi est en train de parler? Quelle part de toi est au micro? Parce que ça va faire toute la différence du monde, quelle part de moi est au micro. On a vu que j'avais en moi différents îlots de conscience, différents circuits de neurones qui, quand ils tombent on, quand ils tombent au micro, vont avoir une perspective particulière sur la réalité, vont avoir des émotions particulières, vont vouloir défendre des besoins particuliers. Quelle part de moi est au micro, ça fait une méchante différence sur ma manière de communiquer. Et je me pose aussi la question, quelle partie de l'autre est au micro chez lui ou elle? Parce que c'est pas avec toutes les parties que la conversation va être aussi fluide, là. Il y a certaines parties que si c'est cette part-là qui est online, il n'y aura pas de possibilité de dialogue et d'atteindre un consensus. Alors qu'il y a d'autres parties que si c'est cette part-là qui est online chez la personne, là, il y a une ouverture de dialogue et trouver un consensus qui va prendre soin des besoins mutuels des uns et des autres. Donc moi, une conscience que j'essaie d'avoir quand je communique, d'où je parle, quelle partie de moi est au micro et d'où est-ce que l'autre parle, ou même d'où est-ce que l'autre m'écoute, même s'il ne parle pas. Moi, quand je suis en train de parler, là, la personne devant moi, quelle partie de lui ou d'elle est en train de m'écouter? Ça va complètement changer la manière dont je vais formuler mon discours. Comprenez? Tenants et aboutissants de la multiplicité de l'esprit en communication. On va y revenir. Je suis en train de préparer un épisode complet sur une approche thérapeutique qui s'appelle le système familial intérieur. Donc, IFS, Internal Family System. C'est une approche, je vous donne un petit teaser de 2 minutes, là. C'est une approche thérapeutique qui a été développée par un psychothérapeute américain qui s'appelle Richard Schwartz et qui va capitaliser sur la multiplicité de l'esprit pour traiter les différentes parts de nous comme des sous-personnalités qui vivent comme dans une famille à l'intérieur de nous. Donc, Richard Schwartz était un spécialiste en thérapie familiale et il a appliqué les principes de la thérapie familiale aux différentes parts à l'intérieur de nous, à notre système familial interne. Et par différents protocoles de traitement thérapeutique, il aide les individus à retrouver de la paix, retrouver de l'harmonie, retrouver du bien-être à l'intérieur en mettant en dialogue d'une manière constructive les différentes parts de nous. Donc, Internal Family System, il y a un épisode complet là-dessus qui s'en vient, mais j'avais envie d'abord de faire un épisode juste sur la multiplicité de l'esprit. Je souhaite que vous tripiez là-dessus autant que moi. Moi, en tout cas, ça a changé à jamais ma vision de l'être humain. Si vous avez des réflexions qui vous popent en lien avec ça, ça me ferait plaisir de les entendre. Allez sur mon site web pour m'écrire charlesauguste.com/podcast. charlesauguste.com/podcast. Vous allez voir, vous descendez un petit peu, puis il y a un bouton feedback, donner du feedback, donner des commentaires. Cliquez là-dessus, puis vous pouvez m'écrire du feedback. Vous pouvez me le donner anonymement, que je ne sache pas votre nom, juste me donner du feedback.
ou vous pouvez me donner du feedback en me donnant votre nom. Puis vous pouvez me donner du feedback en me disant si vous êtes à l'aise que je partage votre feedback dans des futurs podcasts ou non. Mettez-vous pas de pression par rapport à ça. Mais pour certaines personnes sont à l'aise, puis éventuellement, je vais commencer à partager un peu de feedback que je reçois pour enrichir la réflexion sur comment prendre soin de soi et des autres par la communication. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous laisse avec une petite toune. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance.